Bonjour tout le monde, c'est Play4You de la chaîne YouTube Chasseur de Trésors. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer dans la détection et à vous poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire avec mon détecteur de métaux? Où est-ce que je peux aller? Comment obtenir des autorisations? Qui de mieux que la maison de la détection à Paris pour répondre à tout ça? On vous emmène voir Melvin, il va tenter de répondre à vos questions. Bonjour Melvin. Salut Alex. Alors une question qui revient régulièrement, quel budget me conseilles-tu pour débuter la détection? Bon, le budget, ça va grosso modo de 160 € à 400 €. Voilà, les appareils plus entrée de gamme vont être à 150, 160 €. On peut monter un petit peu en gamme jusqu'à 400 €. Les différences, ça sera la puissance, l'ergonomie de l'appareil. Après, il y a les appareils avec écran, les appareils sans écran. Les grosses marques à regarder, c'est bien sûr Garrett, hein, ça c'est incontournable pour commencer la détection. Qui n'a pas commencé la détection avec un Garrett ces 10 dernières années? Vraiment, ça représente vraiment le marché. Après, il y a des petites marques un peu moins connues comme Tesoro, comme Fisher. Puis après, bon, vous avez une marque plus haut de gamme qui va être XP. Voilà, donc les premiers modèles de chez XP partent à partir de 400 €. Alors, autre question très importante, y a-t-il des endroits interdits à la détection? Oui, tout ce qui concerne l'histoire et l'archéologie. Donc tous les sites archéologiques c'est interdit, au pied des églises c'est interdit, au pied des châteaux en ruine c'est interdit. Dès que vous avez des ruines, dites-vous que vous n'êtes pas autorisé à le faire. Donc plage du débarquement, pareil, interdit. Clairement. Tout ce qui, à partir du moment où il y a une caractéristique qui touche à l'histoire, niet. Exactement, c'est pas notre job. Nous en fait, on recherche des objets perdus. Okay. Vous pouvez longer les chemins, vous pouvez faire les jardins, vous pouvez faire des champs, vous pouvez faire des forêts à partir du moment où c'est qu'elles sont privées et que vous avez l'autorisation du propriétaire du terrain. Après, c'est clairement, ça souvent le débarquement, on me pose souvent cette question-là, le militaria ça intéresse pas mal de gens. Okay. Dès que vous êtes dans des zones de combat, c'est interdit, en plus il y a un petit côté un peu dangereux avec tout ça. D'accord. Et pour finir du coup, que faire des trouvailles et qu'en est-il des déclarations? Bon, déjà il faut bien partir du principe que 99,9% des trouvailles que vous allez faire avec un détecteur de métaux n'est pas censé intéresser l'archéologie, l'histoire en fait, c'est des petits objets perdus. Donc vous trouvez une cuillère, bah, écoutez, vous gardez votre cuillère, vous trouvez des petites pièces, bah, vous gardez votre petite pièce. Après, ça c'est un rapport que vous aurez avec le propriétaire du terrain. Si vous avez envie de partager, de faire profiter de ce que vous avez trouvé, d'en donner un petit peu avec le propriétaire, bah, vous le faites. Hein. Ça sera très très bien, il sera certainement très content de ça. Après, en effet, il y a là quand même la possibilité de trouver des choses qui sont extraordinaires. C'est la chance en fait tout ça, hein. Ça peut arriver à peu près n'importe où, ça n'arrive pas à tout le monde, mais bon avec un détecteur de métaux, bah, si jamais il y a X milliers d'années, il y a quelqu'un qui a enterré un trésor, vous êtes en train de creuser, puis j'en sais rien, vous commencez à avoir une tête, une statuette gallo-romaine, si vous voulez, c'est là où c'est que votre boulot, ça peut être dur, mais il faut arrêter de creuser quand c'est comme ça, et vous rebouchez votre trou, et vous allez à la mairie, et puis vous dites ce qui vous est arrivé et qu'a priori vous êtes en train de trouver un trésor. Là, à partir de là, les archéologues ils se déplaceront, ils feront la fouille. Il faut comprendre que c'est super important parce que c'est votre responsabilité de protéger le patrimoine. Et l'archéologue, si vous voulez, quand il va fouiller le trésor, il va être capable de comprendre énormément de choses. Alors que vous y connaisserez rien, puis vous allez détruire des informations qui sont essentielles à la compréhension de l'histoire. Eh bien merci Melvin pour toutes ces informations, c'est très instructif. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille sur le terrain et que tu nous montres un peu comment fonctionne tout ça. Ça te va? Ouais, ça me plaît bien. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Cette fois-ci, on va s'orienter sur de la pratique. Je suis avec Melvin de la Maison de la Détection. Il va nous montrer un peu les détecteurs d'entrée de gamme pour s'initier à ce loisir, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se manipule. On vous emmène, c'est parti. Ok, donc là tu nous as posé plusieurs détecteurs, on commence par lequel? On va commencer par le Garrett. Ok. Donc le modèle c'est le 200i, c'est la nouvelle gamme, ça coûte à partir de 229 €. Ok, d'accord. 200i à ce tarif là, et puis après on peut monter un peu, c'est ça? Ouais, il y a 200i, 300i, 400i. Ok. Donc bon, bah celui-là on commande, enfin voilà, c'est le 200i, 229 €. Si vous voulez pas mettre trop cher dans l'appareil, je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir. Comme en effet il peut y avoir d'autres accessoires à prendre. En fonction de votre budget, après vous pouvez vous faire plaisir sur ces trois modèles là. Voilà, après comme on va voir, il y a toute une petite série de 4 appareils. Bon bah on va monter tranquillement au prix. J'ai pris une gamme d'appareils qui va de 229 € jusqu'à 400 €. Ok, donc on est vraiment pour s'initier à la détection. Ouais, ces 4 appareils là, de toute façon ils représentent 90% de ce qui se vend. D'accord.
sur le site internet. D'accord. Nous, c'est ce qu'on conseille dans les boutiques. Donc voilà, ça c'est très représentatif de tout ce qui va se vendre pour commencer. Généralement, vous prenez n'importe lequel de ces 4 appareils, c'est bingo. Après, il y a juste un petit peu à apprendre à l'utiliser, mais ça, on va voir ça juste après. Et ben viens, on passe au second là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a là? Bah là, c'est un Tesoro. Donc moi, Tesoro, c'est une très vieille marque d'appareils. Ouais. Lui, il fait des appareils qui n'ont pas d'écran. Donc voilà, il y a deux familles d'appareils, les appareils qui ont les écrans, les appareils qui n'ont pas d'écran. Moi, je vais vous montrer par la suite que quand il n'y a pas d'écran, c'est très simple. Il y a des avantages à ne pas avoir d'écran parce que vous avez des meilleurs sons. Donc tout ça, on verra ça tout à l'heure. Donc parfois, les gens, quand ils veulent acheter leur premier appareil, ils se focalisent sur les écrans. Moi, je vais vous montrer qu'un appareil qui n'a pas d'écran, ça fonctionne super bien. Très bien ça, très intéressant. Le troisième. Alors le troisième, c'est un Fisher F11. Donc Fisher, c'est une très grande marque d'appareils, c'est l'inventeur du détecteur de métaux. Donc lui, il a une gamme de prix, une gamme de modèles qui va du F11, du F22, du F44. Donc ça va de 249 € jusqu'à 509 €. D'accord. Donc petit modèle à écran, bon, vous verrez les avantages, je vous parlerai des avantages par rapport à d'autres appareils. Celui-là, il est sympa, il a un beau petit look, c'est vraiment la nouvelle gamme, c'est très léger. Voilà, le F11 est vraiment très sympa. Et pour finir, du coup, on a l'ADX 150 que je connais, mais j'ai hâte de t'entendre parler de celui-là. Ouais, l'ADX 150, en effet, c'est peut-être un de mes petits chouchous. L'ADX 150, c'est une marque française avant tout. Donc on est sur des produits finis, vraiment finis, on est sur des garanties 5 ans. Le français prend le pli de ne pas faire d'écran pour commencer la détection. C'est peut-être parfois plus simple. On en reparlera encore une fois tout à l'heure. On apprendra à dompter les petits potards. C'est pas si compliqué que ça. Donc lui, il base tout sur l'ergonomie et sur la puissance. Donc quand vous achetez un ADX 150, dans la tête, vous pouvez vous dire que vous avez pratiquement l'appareil qui a le plus de puissance par rapport à sa gamme de prix. Il est pratiquement aussi puissant que des hauts de gamme. Voilà, c'est clair, il faut bien comprendre ça. Petit avantage plutôt génial, c'est le seul à faire des cannes télescopiques. Donc pour le rangement dans les sacs à dos, c'est super pratique. L'autre avantage qui permet d'alléger considérablement l'appareil, c'est que vous avez des boîtiers qui sont détachables que vous pouvez porter à la ceinture. Donc voilà, c'est fonctionnel, c'est cartésien, c'est pas bien compliqué. Après, ça se passera à l'oreille. Il y a un petit peu d'explication pour comprendre mieux les sons. Et puis après, je vous apprendrai à faire fonctionner le fameux discriminateur. D'accord ? Allez, on enchaîne avec la pratique. Ok Melvin, maintenant ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que les détecteurs de métaux sont capables de définir la nature du métal ? Tout simplement, non. Non? Non, c'est pas possible. Là, je vais vous montrer pourquoi. On prend le petit Garrett, le fameux ACE 200i. Il a un petit écran qui exprime la conductibilité d'une cible. En fait, l'appareil, il relève une conductibilité. Une conductibilité, c'est peut-être un petit peu lié à la nature du métal, mais c'est surtout lié à la masse. Donc en fait, c'est une question de soit c'est des petites masses, des toutes petites masses, soit c'est des masses un petit peu plus grosses, voilà, ou soit c'est du fer. Voilà, en fait, il y a 3 familles de conductibilité. Il y a les bas conducteurs qui sont pour les ferreux, il y a les moyens conducteurs qui sont pour les petites cibles qui peuvent se plier, type papier d'aluminium. Les cartouches de chasse, elles sont un petit peu grosses, mais on peut les plier généralement. Donc généralement, la papier d'aluminium, les petites cibles, vous aurez des numéros moyens. Et puis après, il y a les monnaies qui sont généralement pas pliables. Ils ont surtout une certaine épaisseur. Puis c'est souvent du bronze, c'est souvent de l'argent. Donc on a vite des très hauts numéros. D'accord? Donc on va regarder, là je vous ai mis 3 petites cibles. J'ai mis un bas conducteur, un moyen conducteur et un haut conducteur. Donc là pareil, on prend le Garrett, on l'allume. Sur un Garrett, il y a 3 modes. On commence par le mode 0. C'est un mode qui vous permettra de trouver l'ensemble des conductibilités. Donc en fait, il va plutôt les scinder en 2 familles. Après, ça se passera au niveau du visuel. Donc en fait, vous aurez un son grave pour le faire. D'accord? Vous aurez un son de cloche pour un moyen conducteur. Après, pour savoir la conductibilité du non ferreux, il faudra regarder l'écran. Donc là, sur cette cartouche là par exemple, c'est un modèle, il fait 42, voilà. Et après, on passe sur une pièce, la pièce de 50 centimes d'euros qui est assez épaisse. Donc celle-ci, elle fera 81. Donc dans l'absolu, si vous voulez, on peut jamais savoir si c'est un petit morceau d'or ou si c'est un petit morceau de cuivre. Ça va dépendre de la masse, on sait pas ce qui se passe. Ok, maintenant on va passer à l'ADX 150. Donc l'ADX 150, il n'a pas d'écran, un petit peu comme le Tesoro. Donc un bouton de sensibilité pour la puissance. Ok, donc généralement on se met à 9. Il y a un petit indicateur pour vous dire où vous mettre. Et après le deuxième bouton, c'est la discrimination. Donc lui, il a une position 0,
all métal. Donc comme le petit Tesoro Garrett, si vous voulez, quand vous vous mettez à 0 sur le ferreux, ça sonnera. Sur un moyen conducteur, la petite cartouche, ça sonnera. Et sur la pièce, ça sonnera aussi. Écoutez ce son. Si vous voulez, ça c'est un vrai son variable. Plus vous allez reculer, comme je vous disais, c'est l'appareil un des plus puissants par rapport à sa gamme. Vous allez vraiment ressentir la taille de la cible, vous allez vraiment ressentir la profondeur de la cible. Ok. Après, comme je disais, le potard de discrimination, dès qu'on l'enclenche et qu'on part sur 1, lui là il est en mode discret. Donc là les ferreux, ils ne broncheront pas. Le moyen conducteur sonnera de la même façon que le haut conducteur. Ok. Ok, maintenant on va passer au Fisher F11. Donc le Fisher F11, c'est un appareil avec un écran, on est à peu près sur le même style qu'un Garrett, sauf que bon bah lui il fait un appareil un petit peu plus léger. Bon, il a une petite couleur un peu plus sympa, on est à peu près dans la même chose. Après il n'est pas très cher, il est à 249 € aussi, donc rien que pour le poids, si vous voulez, ça peut être un bon argument de le prendre. Bon, au niveau du fonctionnement, tac, on l'allume, très simple, c'est un petit peu comme un Garrett, hein, il a aussi 3 modes. On commence avec un mode, lui il s'appelle Artefact, il s'appelle pas Tout Métaux, donc lui il va vous faire 3 sons. Le Garrett lui il fait 2 sons, le Fisher lui il en fait 3, donc c'est un multiton, d'accord? Donc on va refaire la même chose, on va passer sur les ferreux. Le ferreux, c'est le même principe, hein, il vous fait un son grave pour un bas conducteur. Sur l'écran, il y a marqué FE pour faire, ouais, c'est un truc comme ça. Après, on passera sur une cartouche de chasse. Donc lui, on est sur un moyen conducteur. Donc bah, là, sur cet écran-là, il vous fait 2. Voilà. Et après, on passe sur la pièce qui, sur cet appareil-là, va faire 6. Ok, donc on a bien les fameux 3 tons. Le son du grave, je le refais, le son du médium et le son aigu. Ok, donc les aigus pour les hauts conducteurs, les médiums pour les moyens conducteurs et les graves pour les bas conducteurs. Ok, merci Melvin pour toutes ces informations. Alors il y a quelque chose moi qui m'interpelle. J'ai souvenir quand je débutais la détection, je rencontrais énormément de difficultés à localiser la cible. Alors ça va un peu mieux maintenant, mais je perds quand même malgré tout un peu de temps. Je voudrais savoir si toi, avec ton expérience, tu étais capable de me donner une méthode pour localiser la cible plus facilement. Bien sûr, il y a une méthode qui est universelle, que vous pouvez utiliser avec n'importe quel appareil. Là, je vais vous la faire avec un Garrett. Les Garrett, ils ne sont pas connus pour être les plus précis, mais vous verrez qu'avec la bonne méthode, vous y arriverez à vous en sortir. Donc, d'abord, le tout, c'est d'avoir une cible. Ça va de soi. Une fois qu'on a la cible, déjà, il faut pas faire des grands mouvements. Il faut au contraire rétrécir le mouvement, faire des petits allers-retours. En fait, il faut longer le son. Très important, il ne faut pas tout petit mouvement. Une fois que vous avez accroché votre cible et que vous avez un son qui est stable, et ben vous reculez tout doucement. La clé, c'est de faire des petits allers-retours et de reculer centimètre par centimètre. Donc là, je vais le faire. Je recule tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à temps que ça sonne plus, tout simplement. Et après, si je ravance de 1 cm, ça va se remettre à bien sonner. Donc vous reculez, vous ravancez, et vous serez capable de mettre le doigt sur la cible. Le tout, c'est de passer un minimum de temps avant de creuser. Il ne faut pas s'emballer, prendre la pelle tout de suite, parce que si vous creusez à côté, vous allez reprendre votre pelle, etc., etc. Et tout ça, c'est de la perte de temps. Et dans la détection, le temps, c'est de l'argent. Exactement. Ok, maintenant, je vais vous faire la même démonstration avec le petit Tesoro compadre. Donc vous verrez, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, cet appareil-là, il n'a pas d'écran. Par contre, il fait un bon son, un son réel, un son proportionné à votre mouvement. Donc là, on est sur la petite pièce. On fait sonner la cible. Très bien, on la traverse. Ça sonne bien. Donc le but, c'est de bien la localiser. On va reculer tout doucement jusqu'à temps que ça sonne plus. Je sais pas si vous voyez, là, je suis vraiment au bord de la pièce. Et ben, mon appareil, il sonne pas. Je avance tout doucement. Je commence à la choper. Après, si je veux, je la traverse. Ça fera la même chose derrière. Donc en fait, le but, les petits allers-retours, tout court, reculer, reculer, reculer. Dès que ça sonne plus, c'est juste devant le disque. Ok, super. Et sinon, on a aussi cet objet. Ouais, le petit ping pointeur. Là, moi, je vous ai pris le moins cher. Si vous voulez, quand vous voulez commencer la détection, c'est vrai que c'est un budget, les accessoires coûtent cher. Ce petit outil-là, il vous permettra de ne pas avoir trop de méthode. Donc, vous avez votre son.
je rallume. Vous avez votre son de l'appareil. Et une fois que vous avez votre son, vous savez que c'est sous le disque. Vous prenez votre pelle, vous creusez. Après, si vous ne savez pas exactement où elle est la cible, vous posez votre appareil, vous sortez votre petit ping pointer. Donc ça marche avec une pile, c'est un petit détecteur miniature. On l'allume, tout bête. Je le place sur la cible et dès que je suis dessus, je l'ai. Ça m'évite quoi? Ça m'évite d'être à quatre pattes pendant plusieurs secondes, à prendre l'état de terre, à savoir où elle est. Je vais directement droit au but. Ça permet de mettre le doigt sur la cible. Les ping pointers, ça va de 69 € jusqu'à 200 €. Donc c'est pas forcément important de se ruiner dans un premier temps. Après vous verrez si vous avez envie de vous faire plaisir. Il y en a qui sont étanches, il y en a qui vont boire l'eau, il y en a qui sont un peu plus puissants que d'autres. Si vous voulez ça avec votre premier appareil, c'est génial. Il y a un partage, même la deuxième personne pourra s'amuser à localiser la cible. Et surtout pour vous, si c'est sous la racine, si c'est sous une pierre, vous êtes heureux de savoir que c'est pas 3 cm à côté. Vous êtes vraiment sur la cible. D'accord ? Ok, super. Merci Melvin pour toutes ces informations. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif de cette vidéo. Je vous ai mis tous les liens nécessaires pour vous renseigner. Je vais te remercier Melvin. Franchement, tes conseils ont été vraiment précieux. Et quant à nous, on se retrouve évidemment rapidement pour de nouvelles vidéos. A très bientôt. Bye bye. Bye bye.